Mardi soir, bonsoir à tous, 22h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce moment sur CNews. On peut tout se dire jusqu'à minuit en direct au PTSD. Dès maintenant, le hashtag pour réagir sur les réseaux sociaux, débat, info, analyse, pas de langue de bois comme à chaque fois. Bonsoir Jean Messia, vous êtes président de l'Institut Apollon, merci d'être avec nous ce soir. William T, bonsoir. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Kevin Bossuet, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. De Victor, bonsoir. Vous êtes médecin et maire UDI de Coubon. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Dans quelques instants, on va voir ensemble que le président veut emmerder les non-vaccinés. C'est une interview à paraître dans Le Parisien. Ça donne le ton de l'émission de ce soir. Juste avant, voici le zapping. On se retrouve dans quelques secondes. On assiste à des scènes assez tristes de la représentation nationale, où au fond, on a un accord qui s'est fait hier soir entre des alliés de circonstance, allant du Front National en passant par les LR jusqu'à la France Insoumise, pour prendre une seule décision sur laquelle ils étaient d'accord, celle de cesser les travaux parlementaires à partir de minuit. Ça n'est pas très grave, nous reprendrons les travaux parlementaires dès cet après-midi, nous les poursuivrons cette nuit si c'est nécessaire et demain si c'est nécessaire. Cela n'est pas une difficulté. On a vu comment s'est organisé à la va comme je te pousse la préparation de la séance d'hier, convocation des parlementaires entre Noël et Nouvel An, et l'invention hier soir de quelque chose à quoi personne ne s'attendait, c'est-à-dire que la séance aurait dû être prolongée toute la nuit et, s'il le fallait, la matinée. Inouï, jamais vu. Nous avions pris nos dispositions, parce que nous sommes planificateurs, donc nous avions organisé nos roulements pour être présents en permanence, y compris si ça devait durer jusqu'à 6 h du matin. Ça s'est arrêté avant, et tant mieux, parce que ça oblige le gouvernement à réfléchir. Sur l'ensemble des votes qui ont eu lieu hier sur ce texte, à commencer par l'article 1, qui porte sur le pass vaccinal, nous avons été majoritaires, très largement majoritaires. D'ailleurs, avec un paradoxe où on voit les élus LR qui sont en total désaccord pour 32 d'entre eux, et 4 seulement qui soutenaient leur candidate, qui sont en désaccord avec Valérie Pécresse. Donc vous savez qu'elle a appelé à soutenir le pass vaccinal quand ses propres troupes ici à l'Assemblée nationale votaient contre. Cette fois-ci, c'est le calendrier lui-même qui échappe au gouvernement, et c'est bien fait parce que c'est tout de même un signal de plus de son incapacité à prévoir, à organiser, à maîtriser les événements. La réalité, c'est celle-là, un coup politique organisé par l'ensemble des minorités qui ont perdu la totalité des votes hier soir et qui ont pris une décision sur laquelle ils étaient d'accord, celle de cesser le travail à partir de minuit. Au moment où la situation sanitaire empire encore dans notre pays, avec près de 300 000 cas ces dernières 24 heures, les députés de la majorité présidentielle entendent bien poursuivre le travail, et nous poursuivrons évidemment le travail. Les gens risquent d'aller quand même sur les Champs-Élysées, et s'ils vont sur les Champs-Élysées et qu'il n'y a pas de spectacle, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. On m'a dit on va gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur le 31 décembre sur les lieux. J'ai vu qu'on faisait des files pour filtrer les gens qui rentraient sur les Champs-Élysées. J'ai fait part de mon étonnement et quand même du ridicule de la situation, puisqu'on était en train de filtrer des gens qui allaient s'entasser sur les Champs-Élysées pour assister à rien, puisqu'on m'avait demandé d'interdire le spectacle. Nous étions majoritaires à l'Assemblée nationale hier. Les circonstances du vote après une suspension de séance ont fait en sorte que le coup du rideau habituel à l'Assemblée fait cela. Mais je vous le dis, sur la totalité des votes, il y a eu hier plusieurs dizaines de votes. Il y aura aujourd'hui plusieurs dizaines de votes. Nous avons été majoritaires et nous serons majoritaires. On voit qu'une fois de plus, leur esprit devait être concentré sur autre chose, sur une seule et unique solution, le vaccin. Et ils pensent que plus ils ont vacciné de monde, plus en gros ils ont fait leur travail. Comme si on ne devait tenir aucun compte du fait que quoi qu'on soit vacciné, on peut être contaminé, quoi qu'on soit vacciné, on peut en contaminer d'autres, et quoi qu'on soit vacciné, on peut tomber malade.
Je crois que les personnels du secteur hospitalier, les personnels de santé, je pense que les Français attendent que nous allions vite sur ce texte. Et ils n'attendent pas qu'il y ait des gorges chaudes faites par quelques députés qui font des coups politiques. Ils attendent que nous soyons dans l'action. Et donc nous devons tout faire pour aboutir cette nuit. Et si l'obstruction se poursuit, je vous rappelle qu'il y a 3 articles et 600 amendements pour 3 articles. Si l'obstruction se poursuit, nous ferons face à l'obstruction. Nous poursuivrons le travail demain après-midi, demain soir si c'est nécessaire. Mais notre objectif est que ce texte aboutisse et qu'il aboutisse le plus vite possible parce que dans la situation sanitaire que nous connaissons, le temps n'est pas au coup politique, le temps est à l'action. D'abord, on a beaucoup appris pendant cette crise Covid qui n'est pas terminée sur les liens entre l'hôpital et son environnement. Et la conviction que j'ai acquise, que nous avons acquise, c'est que l'hôpital doit être le navire amiral du système de santé en France. Quels sont les risques maintenant? C'est que la désorganisation finisse par provoquer ici ou là un effondrement de la structure hospitalière, parce que je rappelle à tout le monde que tout ça ne tient que parce que les gens acceptent de continuer à bosser et à traiter la situation. Mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que ça dure, des gens sont partis, d'autres ne sont pas arrivés, tant et si bien que nous sommes là sur un fil tendu. C'est insupportable cette façon de faire qui considère que toute décision prise par le Conseil de défense doit être entérinée vite fait bien fait à l'Assemblée nationale, jour et nuit, hors de toute publicité sur les débats, parce que la nuit, évidemment, personne n'écoute, et qui doit penser qu'on est à leurs ordres. Donc c'est insupportable, c'est pas la première fois, sauf que là, c'est sur une décision quand même particulièrement grave, qui est l'instauration d'un pass vaccinal. Donc n'en déplaise à M. Castex, n'en déplaise à la majorité, l'Assemblée peut se faire respecter et peut vouloir débattre de manière normale, argumentée d'une telle proposition de loi. Toujours avec Jean Messia, William T, Kevin Bossuet et Ludovic Toro. Voici ce que dit le président de la République. Interview dans Le Parisien concernant son action globalement et sur la Covid-19. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien voilà, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison. Je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restaurant. Vous ne pourrez plus prendre un canon. Vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au cinéma. Jean Messia. Ces propos relèvent de la folie furieuse. Pour un président qui est censé être un président de tous les Français, déjà il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République. Donc on va s'emmerder jusqu'à quand comme ça de part et d'autre. Je crois que c'est un président qui continue sur sa lancée des origines, c'est-à-dire c'est un président qui stigmatise, qui attise la haine, qui nous fait par de tels propos, parce que là, il parle quand même de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de 2 ou 3 Pékins, on est en train de parler de millions et de millions de Français. Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus, comme, vous savez, quand il avait dit « ces gens qui ne sont rien », toutes ces paroles un peu méprisantes vis-à-vis des Français, il prouve sur ce sujet comme d'autres que c'est un menteur. Il n'a rien appris, il stigmatise et il insulte de nouveau. Et je terminerai en disant que n'eût-on aimé entendre le président de la République emmerder la racaille, emmerder les délinquants, emmerder certaines immigrations qui pourrissent la France. Voilà ce qu'on attend du président de la République et voilà ce qu'attendent les Français du président de la République. D'emmerder ceux qui emmerdent la France, pas d'emmerder les non-vaccinés. On est en plein délire. Les non-vaccinés, c'est environ 5 millions de personnes. Kevin Bossuet. Oui, moi je suis scandalisé. Il poursuit la politique de l'insulte, la politique du mépris. Jean Messia a rappelé ces petites phrases. Quand on traverse une gare, il y a ces gens qui ne sont rien, ces ouvrières qui sont des illettrés, même au niveau de la politique européenne, quand il traite Viktor Orban ou les dirigeants polonais de cerveaux fous qui mentent à leur peuple, c'est juste scandaleux. Là, il est en train d'insulter en effet plus de 5 millions de personnes. Il est en train de diviser la société française. Moi, je pensais que le président de la République était garant de l'unité nationale
nationale, finalement, ce soir, il se fait le diviseur. C'est une stratégie politique pour vous ou pas ? Évidemment que c'est une stratégie politique. On sent bien que l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est un électorat plutôt âgé, c'est un électorat qui soutient plutôt la politique sanitaire, qui sont majoritairement vaccinés. Donc le but, évidemment, c'est de monter les Français les uns contre les autres et de monter son électorat contre l'ennemi à battre, recréer une forme de camp du mal contre lequel on va faire campagne. Enfin, c'est de la petite bassesse politicienne. Et ce soir, on a une certitude, c'est qu'il n'est plus président de la République, il est candidat à l'élection présidentielle. William Tay. Alors normalement, un président ne devrait pas dire ça, pour reprendre un livre qui est célèbre. Mais Emmanuel Macron a montré depuis 2017 qu'il ne respectait pas les traditions et les usages en fait traditionnels français. Et donc du coup, il est clairement passé à sa tentative d'être candidat. Clairement, d'un point de vue politique, c'est très bien joué, moi je ne conteste pas, parce qu'en fait il a compris qu'en fait il y a 90% de la population qui est vaccinée, et donc du coup 5 millions de personnes qui sont non vaccinées. Il a identifié un camp du bien qui représentait 90% de la population générale, donc 90% potentiel des électeurs. Donc on est dans le diviser pour mieux régner ? Très clairement, de toute façon Emmanuel Macron reprend la même tactique qu'aux européennes, il va recréer un camp du bien, c'est celui des vaccinés, et un camp du mal qui est celui des non vaccinés. Comme avant il y avait le camp des progressistes et il y avait les camps des méchants nationalistes et méchants fascistes, comme il y avait sur les questions européennes ceux qui étaient les enfermeurs et ceux qui croyaient au progrès, etc. Il est en train de diviser de la même façon. Et en fait, tactiquement, c'est très bien joué parce qu'en fait, quand on regarde les sondages d'opinion, on voit qu'il y a une candidate qui pourrait la battre, c'est Valérie Pécresse dans le cadre d'un second tour. Et lui essaye de tout faire pour éviter d'affronter Valérie Pécresse au second tour. Il veut très clairement affronter... Oui, pardonnez-moi, là, il nous prend pour des idiots parce que le président disait très clairement que jamais aucun Français n'aurait besoin d'être vacciné pour aller au restaurant. Il dit, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus prendre un canon. C'est-à-dire que là, il nous ment, c'est un menteur. Mais il a fait ça à plusieurs reprises. Oui, non mais là, la preuve par terre. De toute façon, Emmanuel Macron, quand on regarde toutes ses déclarations et tout son verbatim, en 2017, il disait « je ne suis pas socialiste ». Et puis après, il a dit qu'il était socialiste. Il a dit tout et son contraire. Il a un seul objectif, c'est de rester au pouvoir. C'est Marcel Gauchet qui le disait très bien. Emmanuel Macron, il ne faut pas le voir comme un candidat de centre-gauche classique ou un candidat de centre. C'est un candidat du populisme du centre. C'est un du populisme chic, mondain, qui représente une catégorie électorale qui pense que de toute façon, comme ils vivent sur une certaine aspect de la société, il y en a d'autres qui les font chier. Donc, maintenant, ce sont les non-vaccinés. Et puis après, vous aurez d'autres personnes. C'est ceux qui refusent de bosser ou ceux qui refusent de traverser la rue pour trouver un emploi. À chaque fois, ils trouveront un camp qui est responsable de leurs maux. Quand on regarde la crise sanitaire, il y a toujours eu un camp qui a défié le président de la République. Il y a toujours eu un camp qui a emmerdé le camp de la République En Marche. Un coup, c'était les soignants parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Un coup, c'était les types qui ne respectaient pas les attestations. Les gilets jaunes. Et les gilets jaunes. Et en fait, Emmanuel Macron, il a compris comment faire tactiquement pour cet électorat. C'est qu'en fait, il montre qu'il est très fort contre les faibles, les pauvres gens qui ne peuvent pas se défendre. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'ils puissent pas aller plus loin. Parce qu'éventuellement, quelle est la seule réponse que peuvent faire les non-vaccinés ? C'est aller manifester. Mais qui vous dit pas que dans 1 semaine, 3 semaines, si la situation épidémique se détériore, qui vous dit pas qu'il ne va pas reconfiner uniquement les non-vaccinés ? C'est tout à fait possible. Comme ça, il ne pourra même pas manifester. Et il est capable de tout, Emmanuel Macron. Donc tout est possible avec lui. Et par contre, dans l'autre camp, du coup, comment on fait pour s'organiser et former une coalition pour le faire battre ? Et ça, c'est toute la difficulté parce que des camps sont incapables de s'entendre. Ludovic Toro. En effet, c'est peut-être un calcul, d'accord, mais c'est complètement inadmissible. Moi, j'ai la vision d'un président de la République qui ne peut pas dire ces mots. Et moi, je suis élu d'une ville. Tout le monde ne vote pas pour moi. Et je vais emmerder ceux qui ne votent pas pour moi. Et sérieusement, Monsieur le Président, vous voulez être président de la République, mais c'est pas comme ça. Il n'y a pas longtemps, il fallait convaincre tout le monde. Vous n'y avez pas réussi. Et maintenant, vous allez les emmerder. C'est mensonge sur mensonge, sur mensonge, pour un calcul, en effet, qui est uniquement politique et qui n'est pas de santé publique. Parce que le but, c'est... Et vous croyez que les gens, là, les 5 millions qui ne se vaccinent pas, on va les traiter comme ça, ils vont y aller demain ? Alors, OK, ils ne vont pas vivre. Vous allez leur couper la tête à partir... C'est ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le climat de la terreur. Mais c'est clairement dit, pardonnez-moi, dans ces propos qui sont à lire dans le Parisien, c'est clairement dit. Pour un président de la République. Autrement dit, c'est je vais vous pourrir la vie jusqu'au bout. Mais attendez, est-ce que vous pensez qu'après... Est-ce que là, à l'Europe, quand il y aura un pays qui ne va pas être d'accord avec lui, il va emmerder les pays qui ne sont pas d'accord avec lui ? Mais c'est ce qu'il a fait contre Victor Orban. Oui, mais excusez-moi, quand on veut être un rassembleur d'une grande Europe et qu'on veut dire on met le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, c'est pour réunir les gens, c'est pas pour les diviser. Donc il y a des gens, 5 millions qui n'étaient pas et là on va les emmerder. Même si le calcul c'est pour être... Excusez-moi, moi ça ne passe pas. C'est pas ma vision du président de la République, c'est pas ma vision de quelqu'un qui a été élu par le peuple. C'est pour rejoindre les gens et pas pour les diviser. Parce que c'est un constat d'échec. Il n'a pas réussi à ces 5 millions les vacciner, donc maintenant je vais vous emmerder. Mais on parlera peut-être de Castaner, ce qui s'est passé hier, mais excusez-moi, c'est toujours des menaces, c'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Si, monsieur le président de la République, c'est de votre faute si les 5 millions ne sont pas vaccinés aujourd'hui. Jean Messia. Non mais la granularité, en plus du propos, est effrayante quand on va dans le détail et qui dit « vous ne pourrez pas aller au restaurant, vous ne pourrez pas boire un canon ». Enfin, vous ne pourrez pas aller boire un café, vous ne pourrez pas aller au théâtre, vous ne pourrez pas aller au cinéma. En fait, je vais vous rendre la vie impossible et je vous énumère
tout ce que je et je vous pointe du doigt. Et c'est quoi l'étape d'après? Rouvrir Cayenne pour les exilés? Enfin, on est chez les fous, si vous voulez. Et puis, surtout, quand on regarde, je regardais les chiffres publiés par le Parisien aujourd'hui, sur le mois de décembre, la moyenne d'âge des décès du Covid, elle est de 79 ans. D'accord? Donc, moi, j'attends du président de la République qu'il nous dise comment il va protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées, ceux qui risquent le plus de formes graves du Covid, voire de décès. C'est la responsabilité du président de la République. On ne fait pas une politique sanitaire, on ne définit pas une politique sanitaire, on ne dimensionne pas une politique sanitaire avec les bons sentiments, en brandissant des totems mélodégoulinants d'individus qui ont des cas particuliers qui sont dramatiques. Pardonnez-moi de vous dire que jusqu'à maintenant, ça a marché. Ben oui, ça marche depuis 2 ans. Tout le monde a râlé contre les masques, tout le monde a râlé contre les vaccins. Lorsque vous prenez les sondages d'opinion, Macron sort quelque part grandi avec son quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire. Et dans les sondages, non pas d'opinion, mais concernant la présidentielle, il est au second tour élu président dans tous les sondages. Donc à un moment donné, je veux bien entendre qu'il raconte n'importe quoi, qu'il raconte pas les Français, mais... Moi, je suis à sa place, je me dis, ils peuvent causer sur CNews en train de dire je suis nul, pour l'instant, je vais y arriver au mois d'avril. Si vous écoute ce soir, parce que je sais qu'il écoute le soir en plus. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est une politique, un succès qui a été obtenu à la hussarde. Je veux dire, on sait très bien que le consensus autour du vaccin, il n'a pas été obtenu par la conviction, il a été obtenu par la coercition. C'est quand même radicalement différent. Oui. William T. Mais moi, je pense qu'Emmanuel Macron joue très bien. Il est fort probable à l'heure actuelle, vu comment il clive sur les questions sanitaires et européennes, qu'il va être réélu président de la République. En tout cas, c'est très probable. Si par cas les oppositions ne se réveillent pas, parce que ce qu'on assiste depuis le début d'année, c'est qu'ils font strictement n'importe quoi sur l'ensemble des sujets. Emmanuel Macron, on sait comment il fonctionne, on a la carte. Il suffit de regarder ce qu'il a fait aux européennes de 2019. Il est là pour cliver et pour que les personnes prennent des positions les plus extrêmes. Pour William T, la stratégie, je la comprends bien, mais lorsque on emmerde les non-vaccinés, lorsqu'on snob pendant des mois et des mois les gilets jaunes, ça fait quand même pas mal de monde au bout du compte, non? Mais vous soulignez une bonne question, c'est qui est capable de se rebeller contre le président de la République? Parce que les personnes disent oui, mais moi je me fais pas vacciner, mais en même temps ils votent pas. Ils votent pas, donc le président de la République, ils sont contre-fous. Vous avez dit que c'était une parole qui était complètement libre, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il pense en fait le président de la République. Il se dit que les personnes ne votent pas aux européennes, il y avait 40% de participation. Ouais, là, on estime, on estime, nous on a fait quelques enquêtes, on pense que la participation va baisser de 15 à 20 points pour la prochaine présidentielle à l'heure actuelle. On est sur un solde d'intérêt de 50%. Donc en fait, moins les personnes sont intéressées par le débat public, plus ça l'arrange. Et lui, Emmanuel Macron, très clairement, il n'est pas là pour être président de la République, il est là pour être le président de son camp. Il est là pour imposer ses idées, imposer les idées de son camp à tous les Français et sa vision. C'est très clairement ce qu'il a dit quand on prend toutes ces déclarations. Et il a même très clairement dit, à moi je me rappelle d'une phrase où il avait dit « j'en ai marre de tous ces Gaulois réfractaires ». Aujourd'hui, pour lui, les Gaulois réfractaires sont les non-vaccinés. Il dit aussi, quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Non mais pardonnez-moi. Mais c'est complètement délirant. Je découvre en même temps que vous l'interview. Un non-vacciné n'est pas un irresponsable. Face au Covid, on est très inégaux. Il y a des gens, effectivement, qui, à raison de leur âge ou de leur comorbidité, présentent un risque. Et dans ce cas-là, le bénéfice-risque du vaccin pesant en faveur du bénéfice, ces gens-là doivent se faire vacciner. Mais je ne vois pas au nom de quelle logique quelqu'un qui aurait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans se verrait obligé d'être vacciné pour protéger les autres. Il faut que déjà ceux qui doivent être protégés le soient, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce raisonnement qui, par capillarité, en partant des groupes les plus vulnérables, en arrive à vacciner presque les nourrissons, c'est un raisonnement purement délirant. La priorité doit porter sur la protection de ceux qui sont fragiles, de ceux qui ont des risques important de développer des Covid graves. Or, cette population-là, elle se retrouve soit dans les personnes âgées, soit chez des personnes qui ont d'autres maladies qui peuvent les impacter. Mais les autres catégories de la population, quand on a moins de 50 ans et aucune comorbidité, on ne risque pratiquement rien du Covid. Alors je sais que le gouvernement va avoir beau jeu de vous brandir la personne qui a 20 ans et qui va faire une forme de Covid long et qui va la brandir en spectacle pour vous soutirer des émotions et vous dire voilà où nous mènent vos propos irresponsables. Sauf qu'encore une fois, une politique sanitaire ne se mène pas sur des cas particuliers, si dramatiques soient-ils. Une politique sanitaire, elle se dimensionne en fonction de chiffres, de statistiques, de probabilités générales sur une population, ce que ne fait pas le gouvernement précisément. Kevin Bossuet.
Oui, le rôle d'un président de la République, c'est d'apaiser les choses. Ce n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Regardez ce qui se passe dans notre société. Vous avez des urgentistes qui appellent à ne pas prendre en charge, notamment les personnes non vaccinées en réanimation. Vous avez des fous qui sont en train de dire qu'il faut forcer la vaccination des enfants. Mais où on est ici, enfin, c'est complètement affolant. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on est en train de créer un statut de sous-citoyen, finalement. Les personnes qui ne seront pas vaccinées ne seront pas des citoyens comme les autres. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? La vérité, c'est que ce pass vaccinal n'est pas un pass sanitaire, c'est devenu un pass politique, c'est devenu un pass pour faire campagne, notamment contre une minorité de Français, pour cliver, pour dire à l'ensemble de son électorat, regardez, je suis le père de la nation, et ceux qui vous emmerdent depuis plusieurs mois, je vais, entre guillemets, les égratigner, je vais les écraser, je vais les discriminer. Mais ce n'est pas ça, un président de la République, c'est un comportement irresponsable, et moi je suis très déçu d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas forcément voté pour lui, mais j'attendais un peu de la hauteur au cours de cette crise. William T, excusez-moi, est-ce qu'il peut aussi y avoir un peu l'effet boomerang? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'attise la division et finalement ça se retourne un peu contre moi. Justement, c'est la question qui doit se poser, c'est comment vont réagir les gens. Est-ce que les gens vont se réveiller comme citoyens en se disant nous avons un moyen d'expression dans 3 mois et donc du coup nous allons décider de voter pour renverser Emmanuel Macron? Parce qu'au-delà de la question d'Emmanuel Macron, ce qui se pose depuis l'introduction du pass sanitaire transformé en pass vaccinal, c'est la question des dérives en fait qu'on assiste en démocratie et la question des contre-pouvoirs. En fait, Emmanuel Macron décide quasiment tout seul parce qu'il a une majorité qui est incapable de s'opposer à lui, parce qu'ils doivent tout à Emmanuel Macron. Donc qui est capable de s'opposer à Emmanuel Macron si par cas il décidait? Par exemple, je vous ai cité cet exemple-là. Si Emmanuel Macron voit une manifestation de non-vaccinés en bas de l'Elysée et qui décide d'introduire un confinement, mais spécifiquement sur les non-vaccinés, qui est capable de s'opposer à Emmanuel Macron? On a vu que le Conseil d'État était incapable de s'opposer à Emmanuel Macron. On a vu que le Conseil constitutionnel était incapable de s'opposer à Emmanuel Macron. Oui. On a vu que l'Assemblée nationale était incapable de s'opposer à Emmanuel Macron. On a vu que le Sénat s'opposait pas tellement au président de la République. Et donc, qui est capable de se garantir dans une démocratie comme un contre-pouvoir? Alors justement, c'est la question que je pose. C'est qu'en fait, la question que je pose, ce sont les turiféraires en permanence de l'état de droit qui donnent des leçons d'état de droit à la terre entière. Où sont-ils par rapport à l'état de droit? Et après ça, c'est les autres qui sont d'extrême droite. On ouvre la bouche, on critique le gouvernement, on est d'extrême droite, et eux, ils piétinent l'état de droit. Ce sont eux, comment dirais-je, les légataires de l'état de droit. Je rappelle que vous êtes médecin et maire, donc c'est important aussi d'avoir votre mon avis. Vous avez bonne question. Est-ce que ça va être un boomerang? Parce qu'en effet, on veut tous que tout le monde soit vacciné. Mais est-ce qu'on est d'accord pour qu'on traite ces gens-là comme ça? C'est nous, hein. Ce sont les Français, ce sont certains de ma population, dans ma ville, qui ne sont pas vaccinés. Et vous les emmerdez. Mais la question de fond aujourd'hui, et pardonnez-moi, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui encore, d'être non vacciné? Ah non, on n'a plus le droit, parce que c'est fini. Voilà. On est en prison, vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, l'obligation vaccinale est de facto, et si vous ne respectez pas l'obligation vaccinale, vous aurez tout ça que vous ne pourrez plus faire. Il l'a écrit, donc ça c'est réglé. Maintenant, la problématique, je vais vous le dire, ça signe son échec. Parce qu'en effet, vous le dites, en fait, il fallait protéger ceux qui risquaient d'en mourir. Aujourd'hui, on va aboutir à une obligation vaccinale de toute la population. Si vous n'avez eu le courage de mettre une obligation vaccinale à partir de ceux qui vraiment sont en danger, qu'on met à 55 ans, d'accord? Là, mais finalement, il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les plus de 55 votent pour lui. Et s'il avait été médicalement une décision, c'était on vaccine et on protège ceux qui risquent d'y aller, et les plus de 55. On va y aboutir, mais on met tout le monde derrière. Tous ceux qui ne risquent pas d'être malades. Voilà, c'est son échec, c'est un calcul, comme vous le disiez, purement politique, d'accord? Voilà, mais rappelons, ok, il est en tête à 25%. Hein. Excusez-moi, dans les mairies, enfin tous mes collègues, quand on leur dit que vous êtes à 25%, c'est un échec complet. C'est ça aussi, attendez, c'est parce qu'il y aura plusieurs divisions, il se fera encore, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est un échec pour un président de la République, 25%. Arrêtons, il est en tête, oui, mais c'est un échec complet. 25%, ça veut dire 75% de la population. Ça veut dire qu'il est capable de tenir depuis 5 ans avec 25%. Avec une division. Une crise sanitaire et une crise politique. Oui, parce que une crise sociale. C'est un jeu d'échecs. Lui, il en a rien. Même son parti, je dirais, c'est pas son parti qui protège, c'est Macron qui protège. Faut pas arriver, d'accord? C'est Macron tout seul. Moi, il y a une question quand même importante. Est-ce qu'on aurait eu le même discours, le même Macron hors année présidentielle? Non, il aurait pas fait. Je pense que c'est une affaire de degré et non de nature. Oui. Il aurait été le même, simplement il aurait eu un bouchon un peu moins loin. Un ton en dessous. Mais moi, si vous voulez, il y a quelque chose dans la politique du gouvernement qui, sur le plan, je dirais, philosophique, me semble relever de l'aporie. C'est un gouvernement qui, depuis maintenant 2 ans, nous explique que
face à l'incertitude du virus, il est impossible de prévoir les choses par avance, de les anticiper. Ce qui n'est pas faux. Voilà, qu'effectivement, il y a une méconnaissance de la nature du virus et de tout ce qui l'entoure. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ceux qui posent des questions et sur le vaccin, et sur la nature du virus, et sur l'efficacité de la vaccination sur le virus, sont qualifiés de cinglés? Soit il y a une incertitude générale et qui légitime l'interrogation, et à ce moment-là, il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui se posent des questions, soit le gouvernement est sûr de son coup, il sait tout parfaitement sur le plan scientifique et politique, et dans ce cas-là, il peut effectivement réagir comme on a réagi. Moi, je crois, si vous voulez, que le gouvernement entend effectivement instrumentaliser en dernière phase cette crise sanitaire en hystérisant le débat. On voit évidemment face au variant Omicron dont toutes les études nous disent qu'il est bénin, et le gouvernement français s'acharne à nous expliquer que c'est quelque chose de gravissime qui va provoquer pratiquement des hécatombes. Tout ça parce qu'il sait très bien que plus il alimente la peur, plus effectivement il range la population, et notamment la population électorale, dans son camp. Voilà, c'est tout. Donc il joue avec les peurs pour pouvoir emporter et voler en quelque sorte l'élection présidentielle. Et surtout, il veut emmerder les non-vaccinés, mais il continue à emmerder les vaccinés. Moi, je suis triplement vacciné, je continue à être embêté par les mesures d'Emmanuel Macron. Mais c'est que le début, Kevin Bossuet. Mais le fait de porter un masque continuellement, de ne plus pouvoir boire dans les transports en commun, de montrer un QR code en rentrant dans un restaurant, mais ça nous emmerde, c'est ça la réalité. Donc à un moment donné, qui regarde un petit peu les études à l'international, en effet, qui montrent que ce variant Omicron n'est pas si dangereux que ça. Il suffit de regarder ce qui se passe en Angleterre. Il y a 3 fois moins d'hospitalisation qu'avec le variant Delta. Quand vous interrogez les réanimateurs, ils nous racontent qu'en fait, c'est encore du variant Delta, ce n'est pas du variant Omicron. Donc, à un moment donné, quand j'entends qu'il veut prolonger son pass sanitaire jusqu'au mois de juillet, mais c'est de la folie. Pourquoi ne le prolonge-t-il pas jusqu'au mois de janvier? Et à partir de ce moment-là, on fait le point. Non, tout simplement parce que la crise sanitaire, ça l'arrange. Il s'érige comme un président protecteur, et tous les autres sujets tombent à la trappe. Je dis aussi que les Français ont quand même une très grande faculté, c'est quand même incroyable, à oublier ou à laisser passer les choses. Rappelez-vous, le masque, on était outrés, il n'y avait pas de masque. Les réactifs, les écouvillons pour les tests. Rappelez-vous, où sont les vaccins il y a un an? Où sont les vaccins? On piétinait. Mais si on écrit... Mais c'est incroyable. Et aujourd'hui... eh bien, je vais emmerder celles et ceux qui sont pas vaccinés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont géré ça d'une façon optimale, d'accord, et tout va bien. Je vous rappelle quand même que le ministre... Mais le français pardonne quand même beaucoup. On oublie, parce qu'on est encore en période de crise, donc on oublie. Il faut le dire. C'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, on pardonne quand même beaucoup. Et on rajoute un nouveau truc à chaque fois, donc on oublie le précédent. Mais si on relate tout depuis 2 ans, c'est une véritable catastrophe sanitaire qui a été gérée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Véran disait « Mais nous, on sera mieux protégés que les autres, que l'Allemagne, que l'Autriche, tout ça. On est pareil, si c'est pire. » Rappelez-vous au début par rapport à l'Italie. Ouais, mais l'Italien, c'est l'Italien. On a été pire. Ils n'arrêtent pas de raconter. Rappelez-vous, les masques, les Français ne pourront pas les mettre. Je suis bien placé, j'ai le justice de la République, donc si vous voulez, et ça a été accepté. Enfin, un petit coucou à Madame Buzyn, je la félicite pour sa médaille quand même, ça c'est exceptionnel, d'accord. Parce que alors là, excusez-moi de l'expression, si c'est pas du foutage de gueule, je comprends pas. Écoutez, il y a un respect à avoir. Non, je suis désolé du mot, même si il a entamé des mots, moi je prends les mêmes mots. C'est un vrai foutage de gueule. C'est-à-dire qu'elle a démissionné, elle a menti, ça a été reconnu par la Cour de justice, et là, on lui met une médaille. Mais attendez, c'est quoi les valeurs de cette médaille? C'est pour éventuellement influencer le jury plus tard parce que le président leur a dit les Français, ils sont pas idiots, hein, ils comprennent. Et là, la seule question qui se pose, c'est pourquoi elle a la médaille? Elle a fait quoi? Moi, j'en ai 10 000 dans ma ville qui devraient avoir une médaille. Ce sont les valeurs de leur République, monsieur Taureau. Oui, c'est pas si c'est le nouveau monde, excusez-moi de vous dire ça. Non, mais le pire, William T boit du lait parce qu'il découvre qu'on découvre les choses. Le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, on peut se poser toutes ces questions, les gens, tout ça, c'est scandaleux. Mais il y a toujours 26, 25 à 30% des gens. Mais c'est ce que je m'obstine à dire. Et quoi qu'il arrive, incroyable. Il peut introduire aujourd'hui, je raconte n'importe quoi, mais il peut introduire un confinement des non-vaccinés. Les autres vont applaudir. C'est fantastique. Et c'est absolument génial. Et il y a pire que ça, c'est que nous, on s'est penché sur le bilan de Macron, on va le sortir dans un mois. Quand on regarde les courbes de popularité d'Emmanuel Macron, plein de fois, il avait fait plein de conneries. À chaque fois, il monte, il baisse et il remonte tout le temps. C'est-à-dire que les Français sont capables de lui pardonner absolument tout. C'est ça qui est fabuleux sur ce. Et c'est pour ça qu'en fait, et c'est pour ça qu'il continue. Il est absolument nos limites. Et c'est pour ça que moi, je me pose une seule question, c'est si par cas il va très loin. Quelle capacité le peuple français ou les institutions françaises ont la capacité de l'empêcher de faire des dérives? Et ça, est-ce que si par exemple, pour reprendre le mot de François Mitterrand, le coup d'État permanent, si Emmanuel Macron décide de s'arroger l'article 16 et le plein pouvoir, est-ce que quelqu'un est capable d'empêcher Emmanuel Macron de le faire?
La question est là, Emmanuel Macron fonctionne comme ça. Mais regardez bien la phrase, c'est une phrase de guerre. Depuis le début, il parle de guerre. Vous savez bien, quand il y a une guerre, le peuple, il se remet vers quelqu'un. Parce qu'il a peur, exactement. Et donc, il a mis la guerre, il l'a redit encore, et là, c'est un acte de guerre. Donc, il veut faire la guerre, parce que s'il sait, et il l'a mené depuis le début. Depuis le début, c'est quelqu'un qui a un monarque qui fait la guerre à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais contre les faibles, pas contre les forts. Mais bien sûr, on entend Christophe Castaner qui dit que c'est la faute des autres. Non, monsieur Castaner, c'est de votre faute, vous gérez que dalle, d'accord. C'est toujours la faute des autres. Kevin Bossuet. Ouais, non, mais l'électorat d'Emmanuel Macron, la vérité, c'est un électorat de boomers. Ce sont les anciens 68ards qui, à 20 balais, criaient « il est interdit d'interdire » et qui, aujourd'hui, sont prêts notamment à tout interdire, notamment à la jeunesse qui ne peut plus vivre normalement. Il y a une forme d'égoïsme qu'on a demandé à ces boomers de s'isoler un petit peu pour laisser la jeunesse vivre, pour laisser l'économie tourner. Ils ont refusé. Et je trouve que cette génération a un poids important, a une responsabilité importante. Déjà, cette génération nous a laissé une dette abyssale et maintenant, elle nous empêche de vivre parce que c'est comme ça la vérité. Allez interroger les jeunes, c'est exactement ce qu'ils pensent. Certes, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est la stricte vérité. Donc, à un moment, un peu de solidarité intergénérationnelle et je trouve que certains en manquent considérablement. En fait, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'ils inversent votre raisonnement. En fait, ils font porter l'égoïsme sur les jeunes qui ne veulent pas se vacciner. Ouais. Alors qu'en réalité, qui est égoïste? Qui réclame la vaccination de la France entière uniquement pour se protéger eux-mêmes parce que c'est les plus vulnérables? C'est bien eux. Donc l'égoïsme, il n'est pas de la part de ceux qui sont non vaccinés, quand bien même ils ne risquent rien. L'égoïsme, il est de la part de ceux qui sont vulnérables à raison de leur âge ou de fragilité et qui imposent, obligent à la vaccination de tous les Français pour que eux soient protégés. C'est ça le véritable égoïsme. Et même les enfants, faire porter un masque à des gamins, mais est-ce que vous vous rendez compte quand on met en avant cet argument, on nous dit que ce n'est pas si grave. Mais oui, mais à un moment donné... Mais Kevin Bossuet, dans quelques semaines, il dira, vous voyez, le quoi qu'il en coûte, j'ai tout fait pour vous protéger, pour vous sauver, je suis votre sauveur. Et pardonnez-moi, les Français vont le croire et vont dire oui, Macron nous a sauvés. Ils vont applaudir, ils vont le porter. Mais bien sûr que oui. Mais je vous le garantis. Après avoir été outré qu'il n'y ait pas de masque, pas d'écouvillon, pas de test et pas de vaccin au début. Mais je vous le dis. C'est la question du pass sanitaire. Après toutes les manifs, tous les vaccinés étaient merci le président de la République de nous avoir permis de ressortir et d'aller dans les stades. Ils le trouvent fantastique parce que moi j'en ai parlé à certains électeurs d'Emmanuel Macron. Ils le trouvent fantastique, complètement incroyable. Et ils trouvent que tous les autres sont nuls. Et après du coup la grande difficulté, moi, c'est là en termes de démocratie où ça pose un véritable problème, parce que je pense que le plus important dans cette déclaration, c'est la question de la démocratie. C'est comment un bloc à 25-30% peut gouverner 5 à 10 ans sur tout le reste de la population complètement sans limite. Parce que vous avez 60% d'abstentionnistes. Exactement. Et donc, du coup, le seul moyen par rapport à ça, je pense que c'est le principal enseignement, c'est que si les gens veulent reprendre le contrôle et reprendre le pouvoir et reprendre leur destin en main, il faut qu'ils se saisissent d'un bulletin de vote et qu'ils aillent voter en fonction de leurs convictions. C'est parfaitement vrai. De toute façon, c'est clair. Thomas le disait tout à l'heure, à chaque fois, même s'il y avait des grosses bêtises énormes, ça n'a jamais descendu les pourcentages. Jamais. En fait, il s'est rendu compte. Quoi qu'il fasse, de toute façon, ça ne descend pas. Et ben, il monte le curseur. Où va être la limite après ça? Est-ce que vous avez un président de la République, vous vous rappelez français, qui a parlé comme ça aux Français? Jamais. Est-ce que ça a déjà existé? Est-ce que vous pensez qu'il y a en Europe, je veux dire en Europe classique, même un candidat, même un candidat. Les Français, il ne faut pas les titiller trop longtemps non plus. Non mais attendez, moi, on a eu des siècles de monarchie, on a vu comment ça a fini. Vous savez, quand je vois cette phrase, moi je suis un pro-vaccin à fond depuis le début, mais je me sens touché. Parce que moi j'ai l'impression qu'on est tous, on a un groupe les Français, d'accord, on est tous ensemble sur ce territoire. J'ai très envie de les emmerder. Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous allez m'emmerder alors que je suis vacciné. Il y a des termes qu'on ne peut pas mettre, même pour une raison politique, à un niveau aussi élevé de responsabilité. Monsieur le Président de la République, soit vous ne l'avez pas fait exprès, et j'y crois pas, soit vous l'avez fait exprès, et c'est pire encore, parce que j'adhère pas du tout, et je suis vraiment un pro-vaccin. Bon, il dit quand même au début, je ne suis pas là pour emmerder les Français. Non mais on est rassurés, parce qu'il aurait pu être là en train de dire... Où est-ce que je veux dire? Au moins on est rassurés. On est rassurés. En général, il n'est pas là pour nous emmerder. Il termine quand même par des projections fécales. Alors, oui. Éric Zemmour, candidat, il répond à Emmanuel Macron, bien sûr. Président, j'arrêterai d'emmerder les Français. Le président sortant, lui, parle ouvertement d'emmerder une catégorie de France. Et c'est du pain béni pour Éric Zemmour, ça, William T?
Moi, je pense qu'il a une carte à jouer. Il était en difficulté, mais là, il a une carte à jouer dans la mesure où, en fait, le président de la République s'adressait spécifiquement à Valérie Pécresse depuis la polémique du drapeau et la polémique sur la crise sanitaire. Il a vu que sur ces deux sujets, il était capable de casser LR en deux. Ouais. Donc, du coup, Éric Zemmour a un chemin parce que son électorat est plus pur en termes de conviction. Et donc, du coup, il peut attirer à la fois une partie des électeurs LR qui sont déçus du positionnement de Valérie Pécresse, qui ne seraient pas assez combatifs contre Emmanuel Macron, et de l'autre côté, de celui de Marine Le Pen, qui est un peu absente en ce début de campagne électorale. Et donc, du coup, il a une chance d'aller au second tour en se disant, moi, mon corps uniforme est beaucoup plus compact, et donc du coup je peux proposer une alternative claire à la politique du président de la République. Parce qu'en fait la chose qui joue sur la question de la crise sanitaire, c'est quelle est l'alternative à la politique d'Emmanuel Macron à partir du moment où il a copié la politique de Boris Johnson. C'est une question de degré. Il y en a qui vont dire qu'on ferme un peu plus certaines choses ou pas, mais globalement tout le monde a la même tactique, c'est-à-dire qu'on est pour le vaccin, on est pour les gestes barrières et on est pour le moins de restrictions de liberté possible. Donc en fait, à partir du moment où vous n'avez pas d'alternative politique et d'alternative de doctrine sanitaire, vous n'avez aucune chance d'opposer une alternative au président de la République. Et je pense que c'est là que ça se joue, à la fois sur la question sanitaire et à la fois sur la question européenne. Et sur ces deux questions-là, Éric Zemmour a été plus clair que Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Kevin Bossuet, sur la réponse d'Éric Zemmour. Oui, sur la réponse d'Éric Zemmour, en fait, depuis plusieurs semaines, on reproche à Éric Zemmour sa radicalité, d'appartenir finalement au camp de la radicalité, sauf que ce soir, avec ses propos, c'est Emmanuel Macron qui appartient au camp de la radicalité. Donc forcément, après, Éric Zemmour peut rebondir sur cette citation pour essayer d'arrondir les angles, pour dire tout simplement, regardez, on a un président qui divise. Moi, Éric Zemmour, je veux rassembler les Français. Il a déjà commencé à le faire lorsqu'il a tendu la main aux musulmans, puisqu'on est sans arrêt en train de le traiter d'islamophobe. Et là, il va le faire également en tendant la main notamment aux non-vaccinés. Et je trouve que c'est un épisode fâcheux vraiment pour Emmanuel Macron, parce que moi j'ai plein d'amis qui sont macronistes, j'ai plein d'amis à La République En Marche, mais soir, oui, comme quoi, vous voyez, ça arrive, je mange à tous les râteliers. Arrêtons de stigmatiser, tout existe. Voilà. Mais ce soir, ils étaient véritablement choqués, ils ont été déçus, parce qu'en effet, pour eux, Emmanuel Macron, c'est un protecteur, ce n'est pas un diviseur. Et j'ai peur, en effet, qu'ils perdent les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de macronistes, en effet, des plus jeunes, qui ne sont pas d'accord avec ces restrictions sanitaires. Et eux aussi se sont sentis un petit peu insultés. Et dernière chose aussi, sur le vaccin, on sait très bien qu'il y a certains anti-vax, finalement, qui sont un peu rétifs au vaccin ARN. Pourquoi on ne commercialise pas? Pourquoi on ne permet pas aux personnes qui veulent se faire vacciner avec un vaccin non ARN de le faire? Il y a un vaccin qui n'est pas l'ARN messager, qui a été homologué à l'échelle européenne. Pourquoi on ne peut pas se le procurer en France? Moi, je pose la question. Vous savez quoi? Vos questions emmerdent le président. Ah ben ça, j'ai bien remarqué. Je vous le dis, il vous écoute sûrement. Et il se dit, mais qu'est-ce qui m'emmerde, c'est Kevin Bossuet avec ses questions à la con. Excusez-moi. Kevin Bossuet a raison. Entre cette question tout à fait pertinente et le fait qu'il veuille emmerder les 5 millions de Français non vaccinés, on se demande qui pilote le navire France. Est-ce que c'est le pouvoir élu par les Français ou est-ce que c'est le conseil d'administration de Pfizer? Oui. Pas de vaccin autre que celui de Pfizer de disponible. L'AstraZeneca a disparu de la circulation. Ouais. Ceux qui refusent, ceux qui refusent, il y a eu des doses qui ont même été données, soi-disant, à l'Afrique par générosité, alors que tout simplement elles ne servaient plus et plus personne ne voulait s'en servir. Donc c'est du plus parfait cynisme. Et ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez que du vaccin Pfizer aujourd'hui qui détient le monopole de tout. Donc la question mérite d'être posée. Emmanuel Macron parle ce soir donc des non-vaccinés et de la Covid-19, et puis bien sûr il y a une question sur la présidentielle, parce que c'est là quand même, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Le président Macron qui a envie, mais qui ne sait pas trop quand même, il dit ceci: il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet. Est-ce que je dirai ce qu'il en est avec la même liberté, car je ne veux rien m'interdire. Voici ce qu'il dit donc sur sa potentielle candidature. J'ai envie, mais j'ai pas trop envie. Mais si j'ai envie, mais c'est pas le moment, mais c'est pas le sujet, mais c'est pas clarifié. Est-ce qu'on nous prend encore pour des lapins de 3 semaines? Très clairement. Rassurez-moi. J'étais inquiet. Et le pire, c'est qu'il assume complètement. Oui. C'est-à-dire qu'il a aucun filtre, et c'est là où il est assez amusant à ce niveau-là. Mais en fait, moi, je vois à peu près ce qu'il va faire. Clairement, il va
hystériser le débat sur la crise sanitaire. Et une fois que la crise sanitaire sera à peu près terminée sur la question d'une augmentation des cas, il va libérer tous les Français. Il va annoncer sa candidature une semaine plus tard en disant « Grâce à moi, j'ai libéré les Français et maintenant, comptez sur moi pour préparer la France d'après-crise. » Et clairement, il le fait avec un cynisme absolu. Et ce qui me surprend, c'est que tous les autres opposants à tous les niveaux sont incapables de voir son jeu, ce qui était très clairement annoncé depuis son interview de début décembre et sont dans ses vœux du 31 décembre. Très clairement, il le montre. Et moi, ce qui me surprend, c'est que les autres n'aient même pas été en capacité de comprendre sa stratégie, alors que c'était assez clair. Mais bon, il a envie quand même. Et après, mais est-ce que la France a envie? Est-ce que les Français ont envie? C'est la question centrale. On verra s'il est réélu. Son envie à lui, on s'en fout en fait. C'est l'envie de la France qui compte. À un moment, il ne faut pas arrêter de mentir aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de mentir? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Français, même de tes amis macronistes, qui vont penser 2 secondes qu'il ne va pas se présenter? Est-ce que c'est pas nous prendre pour des... Excusez-moi, vous l'aviez vu venir, vous, François Hollande? À ce stade non, attendez, entre François Hollande et M. Macron, on n'est pas dans la même cour. Non mais quand même, vous l'aviez vu venir, vous ou pas? Non. Parce que moi pas. Oui, mais c'est pas pareil, on n'est pas du tout dans... Ouais, mais on n'est pas du tout dans la même... Non, mais qu'est-ce qui l'oblige à se présenter? Éric Zemmour était dans la même situation il y a 5 mois, on l'a pas obligé à se présenter. Mais il n'a pas besoin de se présenter, il fait 25 ou 26. Je pense que Macron en a terriblement envie. Qui se présente. Qui se représente. Bah si. Je pense aussi. Attendez, n'oubliez pas le rôle qu'elle a joué quand même dans son ascension. Très clairement, moi, ce que j'entends, c'est plutôt qu'elle ne veut pas qu'il se présente. Ah bon? Mais qui Brigitte Macron. Oh, Brigitte. La compagne du président de la République, Ludovic Toro. D'accord. Oui, je ne suis pas dans la tête de Brigitte Macron, et c'est peut-être salutaire d'ailleurs, mais il est évident que ses amis le poussent, parce qu'il y a des postes en jeu, évidemment qu'il y a une envie qu'il reste au pouvoir, évidemment qu'il est candidat. Il suffisait d'entendre ses vœux quand il parlait de France unie, debout, en disant « je suis le protecteur de la nation et je veux vous amener notamment jusqu'au mois d'avril, jusqu'à ma victoire ». On était évidemment là-dedans. Donc encore une fois, il se fout de notre gueule, enfin je suis désolé. Voilà. On ouvre les paris. Qui parie pour pas qu'il se présente aussi sur ce plateau? Non, personne. Je parie pas. Même pas un centime. Je parie plus, je suis fauché. Voilà. Mais même un Français, je crois pas qu'il y a un Français, même qui a de l'argent, qui parierait sur ça aujourd'hui. La rentrée politique de Éric Zemmour. Le candidat s'est adressé à ses équipes aujourd'hui, à un peu plus de 4 mois donc, du premier tour de la présidentielle. On écoute Éric Zemmour donc aujourd'hui face à ses équipes. Nous sommes la droite qui tiendra parole. Nous sommes la droite qui ne baissera pas les yeux. Nous sommes la droite qui se bat pour remporter les prochaines élections, oui, mais aussi pour sauver les prochaines générations. Et pour tout ça, je sais que les Français pourront compter sur nous. L'aventure dans laquelle nous sommes engagés est finalement plus qu'une aventure politique. C'est une aventure existentielle. Est-ce que la droite peut encore tenir parole, Jean Messia? Moi, je pense que Éric Zemmour n'a pas dit son dernier mot. Pour l'instant, si vous voulez, je donne encore, on va dire, 1 mois et demi, peut-être 2 mois, pour voir les sondages remonter. Mais je pense que les choses restent très ouvertes. D'ailleurs, les derniers sondages montrent qu'il y a au moins 3 candidats qui sont dans un mouchoir de poche, puisque quand on est à 1 ou 2% d'écart, c'est vraiment la marge d'erreur. Voilà. Et je pense que le réservoir de voix d'Éric Zemmour à ce stade, il réside bien sûr un peu encore au Rassemblement national qu'il a partiellement siphonné, chez l'électorat de Valérie Pécresse, ou plus exactement ceux qui avaient voté pour Éric Ciotti, mais il y a aussi tout ce socle électoral, enfin potentiel électoral, que sont les abstentionnistes. Et je pense que le succès éventuel d'Éric Zemmour, son succès viendra de sa capacité à mobiliser l'électorat abstentionniste. Et l'électorat abstentionniste, traditionnellement, on l'a vu avec l'élection de Nicolas Sarkozy, est très sensible à la façon dont on lui parle de la France, à la façon dont on lui parle d'identité française. Parce que c'est ça, finalement, ce discours vibrionnant, ce discours qui parle de la France à la France, qui est capable de toucher les cœurs et de faire déplacer les gens. Quand on parle, effectivement, aux gens, à leur cœur, à leur tripes, les gens se déplacent. Et je pense que Éric Zemmour a le discours qui va bien, et je pense que, de ce point de vue-là, il est tout à fait en capacité de mobiliser cet électorat abstentionniste qui est pour l'instant sous les radars, que personne ne prend en compte, qu'on considère que c'est un électorat un peu mort, une branche morte qui restera abstentionniste jusqu'au bout, mais précisément cela relève d'un raisonnement dit de statique comparative, qui ne tient pas compte d'une dynamique éventuelle susceptible d'amener au vote des gens qui en étaient éloignés. William T.
La difficulté, c'est que de toute façon, pendant la crise sanitaire, tant qu'on sera en crise sanitaire et que le président de la République ne sera pas candidat, la plupart des électorats seront gelés et les gens ne vont pas se positionner sur la question de la présidentielle en raison de la crise sanitaire. Et donc, du coup, les seules façons pour les 3 candidats qui sont... C'est donc pour ça que Macron joue la montre. Il retarde jusqu'à peu près 2-3 semaines avant les élections, en tout cas jusqu'avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il fait la même stratégie que Mitterrand en 88. La difficulté maintenant pour les 3, c'est qu'en fait, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse ont chacun des avantages et des défauts. L'avantage d'Éric Zemmour par rapport aux 2 autres, c'est qu'il n'a jamais été en politique. Et donc, du coup, lui n'a jamais été pris au fait, en tout cas, d'avoir trahi sa parole. Il a une question de cohérence, de stature, il a toujours à peu près tenu le même discours. Il est hors du champ politique et on a vu que ça avait marché en 2017 d'être dehors du champ politique. Et enfin, 3e point, si Macron réinstaure un clivage progressiste nationaliste, c'est celui qui incarne le mieux le clivage du camp nationaliste. Et donc, du coup, ça fait ses avantages. Les défauts qu'il a, par contre, ils sont nombreux. D'une part, c'est qu'il s'est aligné beaucoup d'électeurs, éventuellement de droite, notamment parce qu'on a vu une augmentation du code de rejet auprès des électeurs LR à son égard, quand il a commencé à faire des polémiques sur Pétain, etc. C'était complètement stupide, aucun intérêt électoral, et même d'un point de vue historique, c'est assez douteux, en tout cas, c'est porté à débat. Et ensuite, sur question de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen a un autre avantage par rapport aux 2 autres, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, c'est qu'elle peut incarner la révolte sociale qu'on a eue au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc, du coup, elle a un avantage. La difficulté, c'est depuis longtemps, on le sait, c'est qu'elle est présidente du Rassemblement national, et donc, du coup, elle porte le nom Le Pen. 3e point, c'est Valérie Pécresse. Elle a un avantage, c'est que elle, c'est la mieux placée au second tour pour battre Emmanuel Macron, et vu la déclaration qui a été tenue, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui vont se dire on bat Macron, quitte à avoir Pécresse, même si on n'est pas en accord avec ses idées? La difficulté, c'est ce qu'Éric Zemmour souligne, c'est est-ce qu'elle est capable de tenir parole en raison de ses différents revirements. En fait, qu'est-ce que Valérie Pécresse? Si c'est une Valérie Pécresse type François Fillon, ce qu'elle a annoncé pendant la campagne, des gens peuvent se porter sur elle. Si c'est Macron en jupe, c'est plus difficile pour les électeurs de Zemmour et de Le Pen de voter pour elle. Kevin Bossuet. Oui, je suis d'accord avec cette analyse, et c'est vrai que Éric Zemmour a réussi quelque chose d'exceptionnel finalement, c'est d'imposer un thème en ce début de campagne, le thème du déclassement. Oui, mais ça c'est passé justement. Maintenant, il a un petit peu baissé dans l'opinion, tout simplement parce qu'il faut qu'il se renouvelle. On a entendu ses idées sur l'immigration, on a entendu ses idées sur l'assimilation, etc., etc. Maintenant, il faut qu'il aille vers la France périphérique, et c'est ce qu'il va commencer à faire, parce qu'il va aller dans les zones rurales, il va aller à la rencontre des agriculteurs. Son défi, finalement, c'est d'aller draguer les oubliés de la mondialisation, les méprisés de la mondialisation, ceux qui n'arrivent pas forcément à joindre les 2 bouts. Et en plus, c'est d'autant plus important qu'il aille en province, qu'il aille dans ces milieux ruraux, parce qu'il lui manque encore les 500 signatures. Il faut qu'il aille en effet séduire ses maires pour que ces maires lui apportent ces 500 signatures. Quant à Valérie Pécresse, certes, elle a la compétence avec elle. C'est une femme compétente qui a bien géré la région Île-de-France, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui pensent qu'en fait, qu'elle est Macron compatible. Quelle est la différence de ligne entre un Emmanuel Macron et une Valérie Pécresse? Enfin, il n'y a en effet pas grand-chose. Et là, elle rassemble sa famille politique. Alors, d'un côté, dans son organigramme, il y a à la fois des gens comme François-Xavier Bellamy, Monsieur Retailleau, et de l'autre côté, il y a Yann Verling qui vient quand même des Verts, ou Hervé Morin qui est un centriste. C'est bien beau de rassembler tout le monde, mais sur quelle ligne? On attend la ligne. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit bien les attaques du camp Macron, c'est Pécresse. Ouais. Aujourd'hui, depuis une semaine, ils ciblent plus Le Pen ni Zemmour, ils ciblent Pécresse. Parce que, comme vous l'avez dit, la seule qui aujourd'hui, sur les sondages, avec toutes les limites qu'on peut avoir, c'est Valérie Pécresse qui peut la faire tomber. Donc là, il y a eu un ordre de bataille. Vous avez bien vu, même alors que Saner a parlé, il a parlé de Pécresse. Il parle tout le temps de Pécresse. Même, tous les clivages ont été faits contre Pécresse. Voilà. Là, aujourd'hui, depuis 15 jours, tout contre Pécresse, parce que c'est le danger absolu. Ouais. Donc on va essayer de la décrédibiliser pour donner un peu plus de points aux autres, pour essayer de jouer le duel Le Pen ou Zemmour contre Macron, c'est tout. Il a peur aujourd'hui d'une candidate, c'est de Valérie Pécresse, vraiment. Parce qu'il n'y aurait pas tout ce haro de tout le monde à n'importe quel niveau contre Valérie Pécresse. Donc voilà, aujourd'hui, c'est celle. Aujourd'hui, je suis conseiller régional, j'ai vu comment. Je ne suis pas de son parti politique, d'accord. J'ai vu comment elle a géré cette région au dernier mandat. Excusez-moi de vous le dire, ça a été une façon professionnelle, d'accord. Elle ferait une excellente première ministre pour Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs le but. Ouais, non, on n'en est pas là. Comment bien sûr. Elle veut être présidente. Non. Ou alors peut-être prendre Macron comme Premier ministre, peut-être. Moi, je serais plus dans ce sens-là que dans un autre. Est-ce que je veux dire, au point de vue des LR, c'était le gouvernement de Macron qui se décidait, c'était pas la candidate. Au point de vue efficacité, Valérie Pécresse a montré sur la gestion de la région Île-de-France des capacités de gestion, de décision qui sont, je vous le dis, exceptionnel. Moi, je rajouterais un point, c'est que maintenant, ce qu'on sait, comme le fait que Macron n'ait rien appris depuis 5 ans, il va se poser une question au-delà de la question des compétences et la question de la ligne politique. C'est qu'une grande partie des Français, notamment depuis la question de la mondialisation dans les années 80, se sent méprisés à tous les niveaux. Méprisés par le pouvoir, méprisés dans certains médias qui les traitent de tous les noms, méprisés d'un point de vue des élites. Et donc, du coup, il y a une grande partie des électeurs qui peuvent porter un vote sanction contre celui qui considère comme le grand représentant des élites qui est
et Emmanuel Macron, et des gens peuvent se mobiliser sur cette question. Maintenant, la grande incertitude, c'est ce que je ne sais pas, c'est quel va être le paysage politique et le paysage, l'état d'esprit des Français au lendemain de la crise sanitaire. Si par cas, ils pensent que c'est le moment ou jamais pour battre Emmanuel Macron, nous aurons une alternative parce qu'Emmanuel Macron est minoritaire dans le pays. La difficulté, c'est est-ce qu'ils sont capables, alors qu'ils ont refusé de manifester contre les ports du masque, ils ont refusé de soutenir les gilets jaunes, ils ont refusé de soutenir toutes les exactions du gouvernement, est-ce qu'ils sont capables de se déplacer un petit geste, on avait dit, c'était la grande phrase, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, est-ce qu'ils sont capables de faire un petit pas pour eux, mais un grand pas pour la France? C'est la grande question qui va se poser aujourd'hui. Le problème de Valérie Pécresse, si vous voulez, c'est qu'elle ne fait pas rêver. Vous voyez, à une époque où quand même le malaise identitaire est profond, il y a des interrogations sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la France. D'ailleurs, les débats que soulève Éric Zemmour sur l'assimilation en sont quand même une preuve emblématique, quel que soit ce qu'on peut en penser. Mais en tout cas, ce sont des thèmes qui ont été instaurés dans la campagne. On voit bien que Valérie Pécresse ne répond pas à ça. Je ne lui enlève pas son côté technocratique, si vous voulez. Mais enfin, la politique de la France, comme disait le général de Gaulle, ne se fait pas la corbeille. Est-ce que l'opposition, il faut un souffle, il faut un élan, il faut une ambition. Est-ce que l'opposition a raison de réagir et de surréagir sur Macron qui emmerde les non-vaccinés? En fait, c'est ce qu'il cherche, Macron. C'est clairement que et tout le monde, ils sont tous assis sur le bord de la piscine et puis plouf, ensemble. En fait, la question que vous posez, est-ce que la question, ça dépend de l'angle. D'un point de vue moral, ils ont raison de réagir parce que c'est le rôle des oppositions de se porter comme un contre-pouvoir. D'un point de vue tactique et politique, à 3 mois d'une élection, c'est complètement stupide parce qu'ils plongent clairement dedans dans le piège tendu par Emmanuel Macron. Voilà. Et Emmanuel Macron a lu tous les livres de Machiavel, mais je pense qu'il a un grand livre sur le chevet, c'est celui de François Mitterrand. Il a parfaitement tout appris de son grand mentor François Mitterrand. Il fait exactement les mêmes pièges que Mitterrand à Jacques Chirac en 88. Et malgré cette expérience-là, ils sont incapables de relire un bouquin d'histoire pour savoir comment Chirac s'est sorti de ces pièges-là. Et donc je pense qu'ils plongent clairement dedans. Emmanuel Macron, sur la première manche qui constitue la campagne présidentielle, a gagné la première manche, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Et celui qui a les clés de la guerre, c'est le peuple français. Maintenant, la grande question, c'est celle que j'insiste dessus, c'est est-ce qu'il est capable de se mobiliser pour un candidat capable de battre Macron? Du tout. Si des fois les Français viennent voter, Macron sera battu. Ouais. Je suis absolument persuadé de ça. Je vous le dis aujourd'hui, tous ceux que vous écoutez, si vous voulez vraiment changer, faut on le dit à chaque fois, mais là, vu l'abstention qui descend, si vous voulez vraiment changer les choses, parce que ce n'est pas 25% de tout le peuple français, c'est 25% en fait d'une minorité, d'accord? De ceux qui votent. Voilà, de ceux qui votent. Donc, s'il vous plaît, venez voter. C'est pas un appel. C'est bientôt, on a encore un peu de temps, réfléchissez. Mais là, les phrases qui est là, excusez-moi, c'est pas digne d'un président de la République. Quel que soit le président. C'est un calcul. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, c'est une interview. Il a fait exprès, pourquoi? Parce que comme ça... Mais surtout, ce qu'il faut se dire... Oui, c'est un calcul. Oui, mais ce que je veux... Surtout qu'une interview du président de la République, c'est corrigé en plus. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant ça, on oublie tout le reste. On va oublier tout ce qui va mal. Parce que là, c'est vrai qu'on va parler de ça, on a parlé de ça. Mais c'est normal. On tombe, c'est pas un piège. Faut réagir. On tombe un peu dedans aussi. Oui, on est tous. Mais c'est pas anodin. Un président de la République qui dit assumons-le aussi. Je vais vous emmerder. Assumons-le aussi. Ah oui, mais je l'assume totalement. Moi, je vais vous dire, ce matin, ce soir avec l'équipe, quand on a vu le Parisien, on se fait ouh là là. Oui, mais moi aussi. Quand j'ai vu ça, je me dis super, je suis là ce soir. On a Ludovic Toro, Kevin Bossuet, William T, genre, mais ça, on va faire une bonne émission. Mais j'adore. Soyons honnêtes. Sauf qu'on va être dessus une semaine et on oublie que la France ne va pas bien. Que la France ne va pas mieux, bien au-delà de la Covid, d'accord? Il n'y a rien qui s'améliore. Mais en faisant ça, il va nous tenir pendant 6 mois. Mais il n'y a pas que sur cette question-là. Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, quand on prend toutes les promesses qu'il avait faites, il avait prévu de déverrouiller la société, permettre de répondre à toutes les fractures. Mais quand on prend tout son bilan, en fait, il n'a strictement rien fait. Mais ce qu'il a fait, c'est... Vous êtes dur, il y a eu les gilets jaunes. La société, il ne peut rien faire. C'est pas comme si c'était lui qui avait provoqué les gilets jaunes. Non, la France des ronds-points qu'il n'a pas voulu écouter. Oui, c'est tout ça. Mais quand on reprend tout son bilan, en fait, à tous les niveaux, il avait promis des réformes structurelles de l'économie. Il en a rien fait. Il avait promis de répondre aux problématiques sociales. Il n'a rien fait. Il y a eu le grand débat. Ensuite, après, il avait promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Il n'y a toujours plus aucun SDF dans la rue. Tout le monde l'a vu. Sur tous les sujets régaliens, sur tous les sujets identitaires, il n'a strictement rien fait. Il n'a rien fait pendant 5 ans. Un des gouvernements qui a fait le moins. Même il a dit sur le glyphosate. À chaque fin de mandat, on dit ça. On dit ça. Non, mais là, il y a un bilan qu'il a sorti. Il a fait encore moins que Jacques Chirac. Alors, c'est dire. Ah, mais c'est un président de carte postale. C'est ça le mot de la fin. Tu m'envoies aucune carte postale, comme ça, je te le dis. Mais ça rend bien sur l'affiche, donc les gens sont contents. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir débattre. Dans quelques instants, le face-à-face. Arnaud Benedetti sera face à Guillaume Bigot. On revient dans quelques secondes.